Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous retrouvons chaque mois Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, pour savoir ce que nous dit justement l'intelligence artificielle de la situation des marchés avec cette question que vous vous posez ce mois-ci, Jean-Jacques. L'inflation est-elle vaincue? Question légitime au regard de l'appétit des marchés pour le risque, comme si le sujet de l'inflation était effectivement définitivement relégué derrière nous. Oui, bonjour Grégoire, absolument. En fait, nous avions, pour poursuivre le fil de nos discussions, nous discutions la dernière fois du risk-on et des marchés qui étaient dans une tendance très positive. Cela s'est confirmé. Pour faire le point sur les performances des indices boursiers, on est à 7% hors rendement du cash, au-dessus du rendement du cash sur le S&P 500 sur même pas un trimestre. Oui, en 11 semaines. Voilà, absolument. 11 semaines. On est à 10% sur les marchés européens et on est quasiment à 17% sur le Japon. Donc des performances très flatteuses. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a une diffusion du risk-on. Voilà, qu'on constate. Vous le voyez avec des outils de marché? Oui. C'est la grande question que je pose à tout le monde. Oui. Est-ce que ça sort un peu des 20 grandes méga caps mondiales, quoi? Alors, déjà, en fait, cela se diffuse aux marchés émergents. Qu'on n'avait pas auparavant. Ouais. Donc maintenant, ils sont en territoire positif depuis le début de l'année, ce qui n'était pas le cas. C'est un peu tôt pour en déduire une tendance, mais c'est intéressant à noter. D'autre part, en fait, on a toujours une sous-performance des petites capitalisations. On y reviendra, on rebouclera avec les taux tout à l'heure là-dessus. Mais elles sont en tendance positive. Et puis, globalement, tous les secteurs, tous les types de styles sur les actions sont en tendance fonctionnent. Évidemment, les valeurs de croissance et les grandes valeurs boursières dominent au sein des marchés boursiers. Il n'en est pas moins que en fait, on a toute une série de secteurs, de valeurs qui leur emboîtent le pas. Même le compartiment matières premières semble commencer à vouloir se réveiller, Jean-Jacques, ce qui n'était peut-être pas le cas au moment de notre précédente discussion. Oui, voilà. Alors, la nouveauté, c'est qu'en fait, sur les matières premières, il y a un réveil. Peut-être qu'on a fait un plus bas local sur les matières premières. Cela a commencé par l'or. Et puis, en fait, on voit le cuivre qui s'est réveillé. Et le pétrole aussi, en fait, et cela est conforté aussi par des indicateurs fondamentaux, puisque la croissance est meilleure qu'attendue. Rappelons aussi que l'OPEP a baissé ses quotas de production. Et dans ce cadre, le marché peut être en déficit par rapport entre la production et la consommation sur l'année 2024. Avec une demande qui ne cesse de progresser, on le rappelle. Voilà, donc il y a un contexte, et puis en toile de fond, on a une très bonne performance des marchés du crédit, une détente des primes de risque qu'on avait constatée la dernière fois. Cela continue à des niveaux qui sont vraiment très importants et qui traduisent un engouement spéculatif pour l'ensemble des actifs risqués. D'où cette question, Jean-Jacques. Les banquiers centraux parlent de détente des conditions financières, tout ce qu'on vient de décrire. C'est un vent trop puissant pour permettre à la Banque centrale américaine de baisser ses taux, comme le marché l'anticipe peut-être dès le mois de juin. Réflexion qui vient au sein même du Conseil des gouverneurs et du board de la Fed, chez certains banquiers centraux, qui s'inquiètent que cette détente des conditions financières ravive d'une certaine manière le vent de l'inflation. Alors exactement. Le revers de la médaille de cet engouement spéculatif, c'est qu'on voit premièrement des matières premières qui ont aujourd'hui semblent avoir fait un point bas. Et deuxièmement, on voit avec la hausse, par exemple, des crypto-monnaies, dont il faut parler désormais, puisqu'on a 70% de hausse sur le Bitcoin et 70% de hausse, grosso modo, peut-être un petit peu moins, mais sur l'Ethereum et sur l'ensemble du complexe crypto, qui traduisent deux choses. Premièrement, une recherche, un appétit pour le risque
pour les actifs alternatifs et notamment les devises alternatives. Et deuxièmement, une certaine défiance, il faut le dire, pour les devises traditionnelles, et la manière dont elles sont gérées, c'est-à-dire des dettes souveraines qui sont en partie hors de contrôle et des déficits qui ne sont pas sous contrôle, et puis une complaisance des banques centrales par rapport à ce contexte de déficit. Puisque évidemment, ça va ensemble. En fait, nous savons que l'expansion budgétaire et l'expansion monétaire, ou au contraire les restrictions monétaires, vont de pair. Or, aujourd'hui, il semble que finalement cette expansion budgétaire hors de contrôle ne soit pas contrôlée en contrepartie par des banques centrales plus restrictives. Et c'est le constat que font non seulement peut-être les investisseurs sur l'or, mais aussi et surtout, j'allais dire, les investisseurs sur les crypto-monnaies, avec un engouement spéculatif qui est aujourd'hui évident. Notamment au travers des investissements dans l'ETF. Rappelons que c'est le plus grand lancement jamais réalisé d'un produit ETF dans l'histoire. On est à tout sous-jacent confondu. On a combien de milliards déjà ? 8 milliards, il me semble-t-il. D'accord. Donc c'est considérable, ça va très très vite. Il y en a plusieurs des ETF qui ont été lancés. Absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Donc finalement, les banquiers centraux ne peuvent pas échapper à ce constat de l'engouement spéculatif, finalement de la recherche de financement aujourd'hui qui est ample sur les marchés. En fait, le financement est fluide sur les marchés. Et cela va de pair aussi avec une inflation qui est persistante, qui est étonnamment persistante. Donc, par exemple, on est à 3,1 en inflation cœur sur la zone euro. Ça fait des mois qu'on nous dit que ça va aller vers les 2%, peut-être, mais ça y va très lentement. Et puis, c'est 10 à 3 quand même. Oui. Non, mais on pensait y aller très rapidement. Il faut rappeler qu'on est sur des glissements annuels. Et donc, en réalité, même si on passe de 10 à 3, eh bien, en fait, l'inflation, elle est élevée aujourd'hui. Parce que les taux restent plus élevés que l'objectif. Et l'objectif de la BCE, il est à 2%, rappelons-le. Il n'y a pas de double objectif. Cela complexifie la tâche de la Banque Centrale Européenne. Qu'en est-il des États-Unis ? Les États-Unis, on est à 2,8, donc un petit peu mieux, mais on est quand même loin des 2%. Et donc, en réalité, le gros dilemme des banques centrales, c'est qu'elles ont laissé planer des doutes, et on va dire, elles ont suscité un espoir de baisse de taux. En fin d'année dernière, et notamment par le fameux meeting du 13 décembre, qui maintenant, cette date devient connue. Donc, en fait, 13 décembre 2023, il y a eu une inflexion majeure de politique monétaire de la Fed et de discours de politique monétaire avec les fameux dot points. Et en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les faits ne valident pas finalement. Ils sont allés trop vite en besogne ? Oui, ils sont allés trop vite en besogne. Se rajoute à cela le problème de l'élection présidentielle américaine qui va venir et la nécessité pour la Fed d'apparaître neutre et de ne pas être un acteur de cette élection présidentielle qui s'annonce compliquée, politiquement, j'entends. Et donc, ils doivent probablement délivrer une partie de leurs promesses. Je ne pense pas qu'ils puissent complètement se dédire. Cela serait le signal envoyé a été trop fort. On ne peut pas revenir en arrière sur l'idée qu'il y aura un premier mouvement de baisse de taux en 2024. Absolument. Voilà, c'est mon point. Cependant, on était sur 170 points de base de baisse de taux anticipés sur 8 meetings, ce qui fait à peu près un an. On est, ce qui paraît complètement ridicule. Encore en tout début d'année. En tout début d'année. Et aujourd'hui, on est à 100 points de base. Et on est en droit de s'interroger sur est-ce que ces 100 points de base d'attente de baisse de taux, c'est-à-dire 4 baisses de taux pour une année glissante, sont crédibles au regard de l'environnement macroéconomique et du contexte spéculatif que nous venons de décrire. Ce qui est fascinant, c'est que plus
les investisseurs ont réduit leurs anticipations de baisse de taux, plus les actifs risqués ont performé d'une certaine manière. Alors oui, c'est quand même, en tout cas, ce repricing on n'a pas le sentiment qu'il a eu un impact sur, comme vous dites, cette spéculation autour des actifs. Alors oui, on en parlait. En réalité, on avait l'impression en fin d'année dernière que les actifs risqués étaient intimement liés au taux. Et en réalité, il y a eu une déconnexion cette année, assez claire. C'est-à-dire que les taux sont remontés et pourtant, les actifs risqués se sont très bien comportés. Donc, ils se sont plutôt déconnectés de cet environnement de taux. À noter quand même que la déconnexion est moins forte du côté des petites capitalisations. Ah oui. C'est très connecté au taux, toujours. Hein. Qui sont plus sensibles au financement. Ouais. Donc, on voit très bien que c'est ce segment-là qui a besoin des baisses de taux. On voit très bien que c'est finalement l'économie réelle et les petites capitalisations, mais aussi les entreprises de la rue, j'allais dire, qui ont besoin d'avoir plus de financement, plus de crédit, et donc qui ont besoin de la baisse de taux. Et bien, ce qui est inquiétant, c'est qu'elles ne vont peut-être pas bénéficier de ces baisses de taux autant qu'on pouvait l'escompter en début d'année. Alors, je ne pense pas que la Fed soit en position de se dédire, mais je ne pense pas non plus qu'elle soit en position aujourd'hui de délivrer 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année, compte tenu du contexte macroéconomique, du contexte macro-financier qui est sous nos yeux. Ce serait un signal terrible en fait de laxisme sur la gestion de leurs devises, la gestion de leurs dettes, la gestion des déficits. Et cela enverrait un message spéculatif monumental finalement aux acheteurs de crypto. Les banques centrales vont laisser filer l'inflation. Absolument. Et cela alimenterait des bulles spéculatives qui, plus tard, seront dangereuses lorsqu'elles imploseront. Raphaël Bostic, le patron de la Fed d'Atlanta, a cette crainte. Lui, il veut une baisse de taux en juin et ensuite une pause. Et on attend de voir. Parce qu'il craint ce qu'il appelle l'exubérance refoulée. Pent-up exubérance. Et donc de voir des marchés de la spéculation débridée qui repartiraient tout de suite. Alors, c'est la crainte que nous pouvons formuler. Et donc, une baisse de taux n'est pas égale à 4. Non. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va passer de 4 baisses anticipées à 3, puis à 2, puis à 1. Passer de 6 à 3 et passer de 3 à 1, effectivement, comment ça va se faire ? Voilà, et c'est ça la question maintenant de ce deuxième trimestre. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci d'être avec nous régulièrement pour nous faire profiter de votre expertise sur les marchés, avec en plus les outils de l'intelligence artificielle développés par la FinTech AI for Alpha. Vous êtes membre du board des consultants indépendants. Jean-Jacques Oana qui est avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.